طيب. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour chers confrères, chers consoeurs et chers participants. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce quatrième webinaire du Medivet Poultry Academy. Bien sûr, c'est un projet qui a débuté l'année 2021 en partenariat avec deux grandes institutions vétérinaires en Afrique, qui sont l'école vétérinaire de Sidi Thabet et l'école vétérinaire de Sidi Thabet et l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar, et cette formation a pour objectif, bien sûr, d'assurer une formation continue sur des thématiques d'actualité pour les acteurs de l'industrie avicole. Donc, pour ce rendez-vous, je serai votre modérateur. Je suis docteur Atafola, responsable technique avicole des laboratoires Medivet. Donc, pour les habitués de cette formation, ils ont l'habitude de voir notre responsable marketing, docteur Imen Hajamar. Ne vous inquiétez pas, elle sera de retour pour le prochain webinaire. Donc, pour la session d'aujourd'hui, comme déjà annoncé, on va aborder la problématique de la gestion des mycotoxines dans l'aliment des volailles, qui demeure une entité très importante qui touche l'élevage avicole de façon générale et qui a des répercussions négatives sur les performances, bien sûr techniques, mais surtout sur la rentabilité de l'élevage. Et malgré des avancées techniques et scientifiques pour mieux gérer ce problème, il reste malheureusement sous-estimé parfois sur le terrain. Et les acteurs de l'industrie avicole demeurent parfois démunis de solutions pour le gérer de façon efficace et éviter ces répercussions. Donc, docteur Elias Alleghi, responsable région Moyen-Orient et Afrique du Nord à Miavit, Al-Mali, l'un de nos partenaires du Medivet Poultry Academy, et je saisis cette occasion pour les remercier pour leur précieuse contribution à la réussite de cet événement, et qui va partager avec vous durant ce webinaire son expérience pour la gestion des mycotoxines et apporter des éclaircissements sur certaines zones d'ombre qui entourent ce sujet. Mais avant de lui céder la parole, j'ai voulu rappeler surtout que pour les participants qui n'ont pas pu suivre les cours dès le début, qu'on a déjà fait 3 sessions de formation. La première avec Dr Abbas Omar, qui a inauguré ce projet et qui a parlé de la gestion et la biosécurité et la gestion sanitaire en élevage avicole. La deuxième avec M. Moaz Lash, responsable technique Aviagène, qui est l'un aussi de nos partenaires et qui a partagé avec vous les clés de la réussite de l'élevage de poulets de chair. Et le dernier, le bon dernier avec M. Xavi Asensio Davia, qui est le nutritionniste d'Aviagène et qui a présenté les bases de la nutrition et les particularités de la conduite alimentaire en élevage de poulet de chair le 11 mars dernier. Bien sûr, vous pouvez retrouver tous ces webinaires en replay pour les revisionner. Et on vous donne bien sûr rendez-vous le 20 mai prochain, Inch'Allah, après le mois de Ramadan, pour le 5e webinaire, et qui va être aussi animé par notre cher professeur en pathologie aviaire à l'école vétérinaire de Sidi Thabet, professeur Khaled Kaboudi, qui va traiter aussi un sujet d'une grande importance, qui est l'intégrité intestinale et la gestion des entérites chez le poulet de chair. Et avant de céder la parole à Dr Elias, je vous rappelle que tous les micros seront désactivés au cours de la présentation
et vous pouvez poser toutes vos questions au niveau du chat et à la fin de la session questions-réponses, vous pouvez bien sûr demander la parole en levant la main si vous voulez interagir directement. Merci et je vous souhaite un excellent webinaire. À vous la parole, Dr. Elias. Docteur, vous m'entendez? On vous entend, Dr. Elias. Merci beaucoup, Dr. Atef. Je tiens aussi à remercier Medivet pour cette excellente initiative en 2021, ce Medivet Academy. Et je remercie tous les participants, confrères, collègues, partenaires, tous les participants à ce webinaire. Pourquoi ce sujet? Ce sujet est tellement important, d'actualité aujourd'hui. Et donc, les mycotoxines aujourd'hui ont une grande importance. Et je vais suivre ce plan-là. Les mycotoxines, leur définition, spécificité, impact sur la production des volailles de ces mycotoxines, comment gérer les risques liés aux mycotoxines et quelle est l'orientation d'aujourd'hui et de demain vers l'utilisation des produits de qualité pour bien gérer et prévenir les mycotoxines. Et après, une synthèse. Mais avant, permettez-moi de définir avec vous 3 objectifs de ce webinaire. Le premier objectif, c'est d'avoir une idée sur les mycotoxines, sur les nouveautés en mycotoxines. Deuxième objectif, qui est clair pour moi et pour vous, je pense que les mycotoxines, la diversité de leurs symptômes, de leurs lésions, doit avoir quelle est les répercussions réelles sur les élevages pour qu'on puisse donner de l'importance à ce thème-là. Et en troisième lot, le troisième objectif, comment prévenir ces mycotoxines. 3 thèmes et 3 objectifs à faire. Les mycotoxines donc, sont des métabolites secondaires toxiques en alimentation animale et humaine, produits par des champignons tels que l'aspergillus, le clavipeps, le fusarium, le pénicillium. Quels sont les types de mycotoxines? Les principales mycotoxines, il y a plus de 200 mycotoxines énumérées, mais on voit s'attaquer à 5-6 top 5 des mycotoxines, essentiellement la flatoxine, l'ochratoxine, la phénomysine, zénarion et la donne et tétou. Si, avec les différents organes cibles, mais on peut classer selon l'organe cible, on peut classer selon c'est une toxine de stockage ou toxine de champ, ou selon les symptômes. Mais vous voyez ensemble avec moi que la principale indication aujourd'hui, c'est l'immunosuppression qui domine dans toutes les formes de mycotoxines. L'immunosuppression est un facteur clé de diagnostic et de détection des mycotoxines. Il faut savoir aussi que les mycotoxines ont des difficultés à être pour leur prévention parce qu'elles sont résistantes aux traitements chimiques, aux températures élevées et les températures basses et aux inhibiteurs de moisissure. Et ça, il faut que je m'arrête un peu sur ce point-là. Dans beaucoup de pays, à l'arrivée des bateaux de maïs, de sorgho, de blé,
on fait des traitements avec de l'acide propionique. L'objectif de ce traitement au porc, c'est un objectif contre les champignons. Il n'est jamais contre les mycotoxines. Les acidifiants sont utilisés pour les champignons pour réduire la croissance des champignons. Maintenant, est-ce qu'on a suffisamment de données sur les mycotoxines? Oui, mais pas encore en même temps. Si on compare avec les antibiotiques et les bactéries, la connaissance des bactéries, ça fait plus de 300 ans. Par contre, les virus sont à peu près 100 ans. Par contre, les aflatoxines, qui sont les mycotoxines, ils sont, si on peut dire, de 60 ans d'âge. Donc, on n'a pas suffisamment de recul pour évaluer beaucoup de choses autour des mycotoxines. Pourquoi les mycotoxines apparaissent sur les plantes? Les mycotoxines apparaissent parce que toutes les suspicions convergent vers un seul point. C'est un mécanisme de défense chimique naturel utilisé par les champignons pour fournir des conditions avantageuses de survie. Donc, il faut beaucoup de temps pour encore éclaircir sur l'origine de l'apparition des mycotoxines. Je reviens sur les types de mycotoxines ou les différents types de mycotoxines. Deux mycotoxines. Les mycotoxines de champ, et ça, c'est les plus difficiles à combattre. C'est l'exemple du DON, l'exemple de fémimizine, zélaninone, les alcoïdes de l'ergot. Ce sont des champignons qui produisent pendant la croissance des plantes. Dans les champs de Brésil, d'Inde, des États-Unis, où on produit du corn, du maïs, ou en Afrique, où on produit du sorgho, ou du blé en Europe, partout dans les champs. Par contre, il y a d'autres types de mycotoxines qui sont classés dans la catégorie mycotoxines de stockage. C'est pas toujours, parfois, c'est tellement mitigé. Parfois, on peut avoir aussi l'aflatoxine et l'eucarytoxine dans les champs, mais en général, pour faciliter la classification, des champs qui apparaissent, des mycotoxines qui apparaissent après la récolte et des champignons, Penicillium et Aspergillus. Maintenant, quels sont les facteurs qui influencent l'apparition des mycotoxines? Le premier facteur clé, c'est les conditions de stockage dans nos pays. Les conditions de stockage, essentiellement, soit en sac, soit en silo, permettent de continuer le développement des champignons au cours du stockage et la formation des mycotoxines, essentiellement des mycotoxines de stockage. Et on a dit précédemment, c'est spécialement l'aflatoxine et l'eucarytoxine. Deuxième facteur, la température. C'est normal que les zones, température et humidité, les zones à climat chaud et humide, ils ont plus de pourcentage d'avoir des mycotoxines dans leur champ ou dans les silos ou dans les locaux de stockage des mycotoxines. Les facteurs de stress et les changements climatiques. On considère que les changements climatiques, d'après une étude qui a été faite par l'EFSA, participent énormément à l'augmentation ou l'amplification de ce phénomène de mycotoxines. L'augmentation de la température, l'augmentation de dioxyde de carbone, une distribution plus ou moins différente des précipitations si on compare au passé, des changements dans le comportement fongique à l'avenir, la température, l'humidité, le CO2, les précipitations, des facteurs qui favorisent les mycotoxines. Il faut dire que
il y a un phénomène qui s'appelle les mycotoxines masquées. C'est quoi les mycotoxines masquées? Une plante, par exemple le maïs, le sorgho, en plante, infectée par des champignons, pénicillium par exemple, production de mycotoxines aflatoxines, fixation d'un sucre à la molécule d'aflatoxine, les enzymes de digestion permettent à la mycotoxine masquée de se transformer à sa forme originale. Et la mycotoxine redevient toxique pour l'animal. Donc ça, c'est une autre difficulté des mycotoxines. Comment réapparaissent les mycotoxines? Là, il faut dire qu'un champignon peut produire plusieurs mycotoxines. Et une mycotoxine peut être produite par plusieurs champignons. C'est une autre difficulté qui s'ajoute sur les mycotoxines. Et il y a un effet qui s'appelle l'effet synergique. Et c'est un effet combiné de deux mycotoxines. Et l'exemple type, c'est l'association de DON et zénarium. Pourquoi il y a ces effets synergiques? Parce que les mycotoxines peuvent être produites par plusieurs champignons de façon simultanée. La plupart des champignons peuvent produire différentes mycotoxines. Et l'alimentation animale, en général, en grande partie, plus que 50%, ce sont des céréales. Et ça, les céréales sont, en tant que plantes, les plus affectées. Voilà une étude qui a été faite en 2020 sur un grand échantillon de maïs. Et vous voyez, en général, on dit que le maïs est contaminé uniquement par l'aflatoxine. C'est une erreur fatale. Il faut analyser, il faut faire des enquêtes pour évaluer le risque. Et cette enquête a démontré que à 64% et jusqu'à 92%, c'est une présence de DON et fumosine. Ce sont des mycotoxines de champ. Vous voyez l'importance lorsqu'on fait des enquêtes. Si on peut synthétiser la première partie, la plus, je pense, la plus délicate, mais elle est essentielle pour introduire les mycotoxines. Il y a des mycotoxines de champ, DON, phénomésine, zénarium. Ils sont conditionnés par le climat, par les conditions climatiques, et ils sont difficiles à détecter parce qu'il y a ce phénomène de mycotoxines masquées. Les mycotoxines de stockage, essentiellement l'aflatoxine et le cratoxine, la présence d'effets synergiques entre différentes mycotoxines, et l'exemple type DON, zénarium, et les mycotoxines des champs sont majoritaires dans le monde. Mon plan, je passe à la deuxième partie qui impacte sur la production des volailles. Quels sont les problèmes qui sont causés par les mycotoxines? Différents types de problèmes. Essentiellement des troubles digestifs, baisse des performances, altération de la reproduction chez les reproducteurs, une altération du foie et donc une hépatotoxicité et une immunosuppression. Si je résume, le problème majeur, c'est un problème économique. C'est vrai que les répercussions sanitaires existent, mais ce sont essentiellement des problèmes économiques. De moins de performance, donc moins de profitabilité pour l'éleveur. Maintenant, pour le poulet chair, certains me disent, et certains confrères toujours me posent la question, est-ce qu'on peut voir des symptômes? Parfois oui, mais parfois non. Pourquoi? Parce que le cycle du poulet chair est un cycle qui est court. Dans certains pays, on parle de 30 jours,
dans d'autres pays, on parle de 60 jours. On peut voir l'effet des mycotoxines sur poulet de chair, plus dans les pays où on a plus de 50 jours. Par contre, les pays entre 25 et 35 jours, il est très difficile de voir des symptômes cliniques. Mais est-ce que la contamination existe ou non? Oui, oui, oui. La contamination existe, mais elle n'est pas visible. Sur le plan clinique, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir une décoloration, essentiellement décoloration de certains organes, mais essentiellement le foie. On peut voir sur des loups des mortalités élevées non expliquées, une hétérogénéité du loup. C'est une suspicion majeure pour poser comme diagnostic, hypothèse de diagnostic, les mycotoxines. Les troubles de plumage. Il ne faut pas penser uniquement à des carences vitaminiques, mais il faut penser aussi aux mycotoxines. Des pigmentations, une dépigmentation des pattes et du bec. Mais essentiellement, ce qu'on va voir, ce sont la forme subclinique. Essentiellement, avec cette faible résistance aux maladies, avec des faibles titres, malgré qu'on vaccine très bien, donc une immunosuppression. Des faibles indices de consommation, des indices de production qui sont très bas, inférieurs à 240, une augmentation des saisies et des carcasses à l'abattoir. Voilà un exemple type où on ne pensera jamais à une mycotoxicose, essentiellement l'aflatoxicose. On peut penser à quoi? Enfin, de l'eau de poulet de chair à 50 jours, 55 jours, c'est une erreur d'alimentation. Il y a trop de céréales. On peut penser à ça. On peut penser à autre chose, sauf à penser aux mycotoxines. Voilà un exemple, un essai qui a été fait entre un groupe témoin et un groupe essai avec, on met l'aflatoxine B1 et vous voyez la différence en coloration. Donc, pour dire que la mycotoxicose n'est pas facile à diagnostiquer en raison de la grande variation dans les symptômes et les organismes, ce qu'on peut retenir ensemble, une diminution de la consommation d'aliments, une faible efficacité alimentaire, une perte de poids, c'est normal, une immunosuppression, 3 tirés en rouge, une baisse de la résistance aux maladies, 3 tirés en rouge. Maintenant, sur le plan de santé, ça peut affecter la santé du foie, la santé du rein et la santé intestinale. Pour retenir les mycotoxines, le foie, c'est la l'aflatoxine, le rein, c'est le keratoxine, le don, zénarion, c'est l'intestinal. C'est pour résumer. Vous voyez, en outre, la loupe, elle est avec un focus sur la fonction intestinale et la santé du foie. Pourquoi je m'attarde sur ces deux organes? Parce que vous savez bien qu'aujourd'hui, le thème d'actualité, c'est la santé intestinale. On ne peut pas avoir de performance sans une bonne santé intestinale. Et on parle aussi du métabolisme hépatique. Sans un foie en bonne santé, on ne peut pas transformer de l'acide aminé, on ne peut pas transformer des lipides, on ne peut pas transformer certaines vitamines. Tout, donc deux organes très vitaux et importants. Et donc, c'est la cible des mycotoxines. Et je vais prendre l'exemple du don. Je vais m'arrêter un peu. Voilà une poule, un poulet qui a été contaminé par un aliment contenant plus de 8000 ppb de don. Voilà ce qui se passe. C'est une lésion de la muqueuse intestinale, donc il y a moins d'absorption et donc une lésion intestinale
et une mauvaise absorption des nutriments. Qu'est-ce qui se passe? Le don inhibe les principaux transporteurs des nutriments, la composition bactérienne est modifiée et l'eau reste dans l'intestin et donc on a des fientes qui sont liquides, des diarrhées. Elles se voient plus chez le pauvre, mais on peut avoir un changement de contenu intestinal. Beaucoup d'articles qui décrivent l'influence du don sur l'absorption des nutriments. Et je vais résumer les 3 articles. Les 3 articles se résument en 4 points. En principe, l'épithélium intestinal se régénère rapidement. Et les cellules épithéliales, ce sont des cellules à forte division, ou les cellules immunitaires les plus sensibles aux dons, en général de la famille des trichothécènes. La plus grande sensibilité est probablement due à la capacité d'inhiber la synthèse des protéines de ces cellules. Voilà, au microscope électronique, ce qu'on voit, un effet de don sur la morphologie intestinale. Chez des poulets taïwanais, ça c'est un essai qui a été fait en 2017 et on l'a repris en 2021. Sur la santé intestinale, on passe du don, on passe à l'aflatoxine. L'aflatoxine, très connue, la plus connue malheureusement. Pourquoi la plus connue? Je passe à une autre espèce. Pourquoi? Parce qu'en général, dans chaque litre de lait produit en vache laitière, on analyse le M1. C'est quoi le M1? Le M1, c'est un métabolite qui passe de la vache, qui passe dans le lait. Et donc, il est cancérigène pour l'homme. C'est pour cela que le lait, en général, dans tous les pays qui se veulent protéger la sécurité et la santé humaine, doivent analyser le M1 dans le lait. La santé du foie dans un intestin normal, un aliment arrive contenant de l'aflatoxine, une résorption rapide, il se transforme en métabolite toxique et la toxicité se produit dans le foie. Et l'organisme cible de l'aflatoxicose est bien sûr le foie. Donc, ce métabolite toxique provoque rapidement des dommages aux cellules hépatiques. Donc, le métabolisme ne peut plus se maintenir, des niveaux élevés s'accumulent. C'est pour cela que les photos, on peut les comparer à une surcharge du foie. Mais ce n'est pas une surcharge du foie, ce sont des niveaux élevés de lipides qui s'accumulent. Et donc, un changement de couleur et de taille, et les lésions hépatiques continuent à se produire. Après le passage de l'intestin, un exemple de donne, un autre passage de l'aflatoxine, on passe à T2. Le T2, une des mycotoxines qui affecte le système immunitaire. Qu'est-ce qui se passe dans le système immunitaire? 3 choses. La première des choses, c'est une réactivation des infections chroniques, une réduction de la résistance aux maladies et un échec de la vaccination, qui sont les fruits de quoi? Les fruits d'une activité réduite des lymphocytes T et lymphocytes B, donc de l'immunité cellulaire, une suppression des fonctions des macrophages et de neutrophils, une activité réduite des cellules phagocytaires et une réduction de l'immunité humorale. Et voilà, il y a beaucoup d'études, spécialement même des études qui ont été faites sur l'influenza aviaire hautement pathogène, d'autres sur la réponse immunitaire, sur le Gumboro. Beaucoup d'études ont été faites. On arrive enfin à
deux slides qui m'intéressent énormément. Il faut démontrer qu'en poulet de chair, il faut s'intéresser à 90% à ça, plutôt aux lésions et plutôt qu'aux symptômes. C'est l'influence sur les performances. Une très belle étude a été faite en 2020 sur 18 essais qui ont été rassemblés de mai 2017 jusqu'à décembre 2019 et où on met toutes les contaminations des aliments qui ont été pris et en face une courbe de l'indice de consommation alimentée avec des aliments qui sont contaminés. Et vous voyez une corrélation presque, je dirais, calquée, presque à 100% entre la contamination et le niveau de contamination et des résultats médiocres en indice de consommation. Vous voyez le premier, le pic, on arrive à 1,57 et vous voyez aussi le pic, le dernier aussi, qui correspond à un pic de présence de mycotoxines dans l'aliment. Donc, si on peut dire, c'est une première évaluation qui a été faite sur le terrain qui montre l'impact des niveaux de contamination qui sont en dessous des limites de l'Union européenne. Je m'explique. C'est quoi les limites de... Je prends l'exemple de l'aflatoxine. L'aflatoxine, l'Union européenne a des teneurs acceptables. Les teneurs acceptables sont 20 ppb pour l'aflatoxine dans les céréales et dans le... C'est-à-dire lorsqu'on analyse notre maïs, notre sorgho, on analyse le tourteau de soja, on analyse un sang de blé, on analyse tourteau d'arachide, il faut trouver moins de 20 ppb. Par contre, il y a des gens qui sont plus sévères que ça, il arrive même à 10 ppb pour les matières premières qui sont destinées à la phase de démarrage. Et donc, ça indique que la phase de démarrage, c'est encore plus sensible. Et l'animal, le poussin d'un jour pendant la phase de démarrage n'a pas les moyens de se protéger contre les mycotoxines. Donc, la protection, la prévention, elle est nécessaire. Premièrement, choisir la meilleure matière première pour le démarrage. Faire les contrôles des matières premières avant de faire un aliment de démarrage. Et troisièmement, mettre le bon capteur de mycotoxines, même s'il est cher, parce qu'on est dans un stade de gestion de risque. Cette notion de gestion de risque, c'est-à-dire évaluer le risque est très élevé en poulet de chair en phase de démarrage, donc il faut se doter des moyens. Pour résumer la deuxième partie, l'efficacité de la production de poulet de chair a augmenté durant les dernières décennies et tout challenge, tout défi, toute perturbation a un impact très important sur les performances. Les mycotoxines se manifestent essentiellement chez le poulet de chair par des signes subcliniques. Parfois, on peut voir, mais en général, ce sont des signes subcliniques. Même une faible contamination au-dessous des niveaux autorisés peuvent avoir des répercussions néfastes sur les performances. La deuxième partie elle est finie, je passe à la troisième partie. Gestion du risque. La gestion des risques, pour moi, elle est aussi simple. 2 tableaux, 2 slides, mais qui résument énormément. On passe step by step, étape par étape. On est dans le champ, on est dans un champ de tourteau d'arachide, on est dans un champ de maïs. On a 2 courbes. La première courbe, c'est une courbe qui est en haut, c'est la courbe des champignons, et la courbe qui est en bas, c'est une courbe des mycotoxines. On a dit qu'il y a certaines mycotoxines de champ
qui sont la DON, Zeneron et T2 et la T2. On fait la récolte, on est au même niveau. Maintenant, on arrive au stockage. Durant le stockage, qu'est-ce qu'on fait? En général, on fait des acidifiants, des inhibiteurs de champignons, de moisissure, ce qui réduit la première courbe vers un niveau très bas. Mais malheureusement, on n'a pas réduit en aucun cas le niveau de mycotoxine. Donc, le niveau de mycotoxine reste. Une fois que les acidifiants, on n'a pas fait chaque mois un traitement à part les acidifiants, vous voyez la courbe de champignons va se remettre et arriver jusqu'à un pic pour arriver à l'usine d'aliments. À l'usine d'aliments, on fait quoi? On fait un troisième traitement avec les acidifiants, soit par nébulisation, soit on met un acidifiant dans l'aliment. Et donc, on réduit énormément. Par contre, est-ce qu'on a réduit les mycotoxines? Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'au cours de la phase où on n'a pas traité les champignons ont continué à produire des mycotoxines et donc on a un niveau de mycotoxines qui est élevé. On arrive à la ferme et donc on a des champignons et on a des mycotoxines. Et dans l'usine d'aliments, si on utilise des capteurs ou des activateurs de toxines, on aura un risque très faible. Le risque ne devient pas zéro. Il n'y a pas de zéro en mycotoxines. C'est comme lorsque tu fais un vaccin. Le vaccin, c'est de prévenir. On peut avoir la maladie, mais à des niveaux très minimes. Est-ce que les mycotoxines sont visibles? Oui. Une mauvaise réponse. Non, c'est une bonne réponse. Une bonne réponse, pourquoi? Parce que vous voyez, les 3 maïs, à l'œil nu, après 31 ans d'expérience, je ne vois rien du tout. Par contre, j'ai analysé et vous voyez la différence. Ce qui était à gauche, il a plus que autorisé en Union européenne, il a 21 ppb d'aflatoxine. Par contre, le milieu, il n'y a pas de contamination. Par contre, le dernier qui est à ma droite, 4000 ppb de fumonisin. Maintenant, comment se distribuent les mycotoxines dans un local de stockage? J'ai pris l'exemple de ce tourteau de soja. Dans un local de tourteau de soja, en principe, le tourteau de soja doit être en stockage à plat. C'est comme le tourteau d'arachide, le tourteau de tournesol, les tourteaux en général, de préférence, être stockés à plat. Vous voyez, est-ce que les mycotoxines sont distribuées de façon homogène? Pas du tout. Donc, il y a des points critiques. Comment faire le prélèvement? C'est ça le plus difficile. Voyez l'exemple. On a pris différents lots. Le premier lot, on n'a trouvé que 5. Je prends l'exemple de l'aflatoxine, 5 ppb. Par contre, celui qui est à droite, on a trouvé jusqu'à 164 ppb. Donc, pour évaluer un bateau, évaluer une quantité de 200 tonnes, ce n'est pas aussi simple. Donc, il faut une technique. Comment prélever? L'échantillonnage. C'est la phase la plus difficile dans n'importe quelle analyse, en biologie ou en alimentation. Prélever l'échantillon de nombreux endroits différents du lot. Par exemple, la FAO ou l'OMS préconise de façon très draconienne, mais très difficile à faire sur le plan terrain, 200 grammes par 200 kilos. C'est-à-dire, si on a 2 tonnes, il faut prélever 2 kilos, ce qui n'est pas normal et réalisable sur le terrain. En pratique, ce qu'on fait nous, avec l'expérience, on vise une variabilité aussi élevée que possible et on fait un échantillon 200 grammes à 500 grammes. Comment le faire? On va le voir ensemble.
Voilà, je vais prendre dans le lot, si j'ai un camion de 25 tonnes, je vais prendre 10 échantillons. 10 échantillons de 500 grammes, 10 fois 5, ça fait 5 kilos, ça fait l'échantillon collectif. Après l'échantillon collectif, je prends un échantillon, et je l'envoie, cet échantillon, au laboratoire. Quelles sont les techniques utilisées au laboratoire? 2 techniques sont utilisées. Je dirais 3 techniques. Les kits qui sont rapides, après l'ELISA et le HPLC. Les kits rapides, ce sont des kits essentiellement d'origine ELISA, mais ça peut être fait sur le terrain. C'est une technique qui est facile, rapide, la moins chère possible et convient essentiellement en matière première. Elle n'est jamais utilisée pour les produits finis, pour l'aliment complet. Le HPLC, c'est une analyse quantitative, très précise, plus de mycotoxines. Sur l'aliment complet, j'ai mis en rouge pour ne pas oublier et répond aux exigences légales dans beaucoup de pays. Sur le plan juridique, la seule qui est autorisée. Donc, si je synthétise cette partie, la synthèse de cette partie-là de gestion, la véritable concentration en mycotoxine dans l'eau ne peut pas être déterminée avec une exactitude ou une certitude de 100%. Il y a toujours un risque de contamination dans les aliments pour animaux. Gérer le risque, c'est comme avoir une assurance pour votre voiture ou pour votre maison. Il n'y a pas d'accident, mais tu gères un risque éventuel, potentiel dans le futur. Prélever l'échantillon de manière correcte et envoyer cet échantillon au laboratoire. Maintenant, on arrive à la prévention. Comment on va prévenir? C'est vrai que Miavit est un groupe allemand européen, donc il est soumis à la législation européenne, mais l'avantage de la législation européenne, c'est qu'elle a défini des normes. Et on passe. Les caractéristiques des mycotoxines. Les mycotoxines sont caractérisées par 3 choses. Par leur polarité, par leur solubilité et après par leur effet sur l'organisme. Vous voyez les différentes molécules, vous voyez avec moi que l'aflatoxine, c'est la molécule la plus petite en poids moléculaire. Donc, quels sont les produits qui sont utilisés? Il ne faut jamais faire cette confusion. Les acidifiants, je rappelle, sont utilisés pour prévenir les champignons. Les capteurs de mycotoxines sont utilisés pour prévenir les mycotoxines. 2 choses différentes. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a tout ce qui est les bentonites, les sépiolites, les enzymes, les levures, les zoolites, des composés phytogéniques, du charbon, pourquoi pas, qui était dans le passé, ou des algues. Le plus important dans tout ça, il faut que tout produit doit être prouvé par des essais et validé par des organismes indépendants et officiels. C'est l'exemple de l'EFSA en Europe. Quel est le contexte réglementaire dans l'Union européenne? Donc, l'autorité européenne qui est l'EFSA prévoit des normes concernant l'identité du produit, la sécurité du produit et l'efficacité du produit pour donner une autorisation d'un additif en vue de réduire la contamination des aliments ou ça s'appelle le capteur de mycotoxines. En Europe, on peut trouver des produits qui sont utilisés comme des liants anti-caking. Ça s'appelle anti-caking product.
ce sont des produits anti-agglomérants, mais ils ne sont jamais des produits, des capteurs de mycotoxines, alors qu'ils sont dans la même famille. Donc, il faut comparer le comparable. L'enregistrement permet de comparer les produits en fonction d'un processus normalisé, équitable, clair. Comment les mycotoxines peuvent être gérées? 3 types d'actions peuvent être utilisées. L'absorption, non pas l'absorption, l'adsorption, la biotransformation et la protection cellulaire. Pourquoi la protection cellulaire est tellement importante? On a dit dans le tableau du slide 2 que toutes les mycotoxines potentielles, les 5, ont un facteur dénominateur commun, c'est l'immunosuppression. Donc l'avantage d'avoir une protection cellulaire dans un produit, ça complète un produit et ça donne une valeur ajoutée à un produit. L'absorption. L'absorption, c'est la capacité de lier et de détoxifier un grand nombre de mycotoxines. Ces différents types de capteurs de mycotoxines minéraux sur le marché, en général, sont efficaces, mais ils doivent respecter certains essais. Il y a des différences extrêmes de qualité entre les différents produits. Je rappelle que beaucoup de produits existent sur le marché international avec des extraits de levure, des parois de levure. Les parois de levure, je rappelle, ne sont pas capables de se lier aux mycotoxines. Les parois de levure ont cette capacité d'avoir des bêta-glucanes et des mananes qui sont des éléments clés essentiels pour booster l'immunité de l'animal. En boostant l'immunité de l'animal et en donnant une meilleure santé, intestinale, on donne quoi? On donne un milieu défavorable aux mycotoxines, uniquement. Mais ils ne sont jamais des désactivateurs de mycotoxines. Comment évaluer un capteur de mycotoxines efficace? 3 critères. Le premier critère, c'est la surface spécifique. C'est quoi la surface spécifique? C'est la surface d'un produit X externe et interne. Avec l'augmentation de la surface, il y a quoi? Le capteur de mycotoxines a plus de potentiel pour les mycotoxines. Donc, plus il y a de surface, plus tu captes plus de mycotoxines. La capacité de gonflement, c'est un potentiel d'accommoder l'eau dans la structure cristalline. Certains produits sont utilisés pour filtrer l'eau. Certains produits, ils ne sont pas des capteurs de mycotoxines, mais des produits, des bentonides ou des éolites qui sont utilisés pour filtrer l'eau. Ces produits-là ne sont pas les mêmes produits capteurs de mycotoxines. La troisième, capacité d'échange cationique. C'est cette capacité de stocker et libérer des cations. Vous voyez un exemple, un capteur minéral avec du calcium. La mycotoxine, l'aflatoxine en général, vient et il y a un échange entre l'aflatoxine et le calcium qui existe dans le capteur. Voilà un aperçu des différents capteurs, les différentes familles. Nous, on s'intéresse, ce qui est en rouge, les différentes familles et les 2 familles connues, ce sont les phyllosilicates et les tectosilicates, les 2 familles. Le plus important, c'est que 2 familles, la première, c'est une famille qui est sous forme de feuillet, le produit, par contre, l'autre, il est sous forme d'isomère.
Le plus connu, c'est le bentonite. C'est un minéral phyllosilicate appartenant au groupe des smectites. En principe, le meilleur des cas, il doit avoir 70% de smectite, le bentonite, et il doit répondre aux normes de l'EFSA pour être enregistré en Europe comme capteur de mycotoxine. Et il a une capacité de gonflement qui est très élevée. Et si je peux comparer le bentonite à l'azolite, au sépiolite, le sépiolite est utilisé à 99% comme un produit anti-agglomérant. On le met dans le prémix pour que le prémix ne se colmate pas uniquement. Donc, dans la famille du bentonite, le groupe smectite, on a le sodium calcium silicate, une charge élevée, une capacité d'échange élevée, une capacité de gonflement élevée, une structure à 3 feuilles et une grande surface. On va aller directement à l'enregistrement en Europe. L'enregistrement en Europe exige 3 choses. Exige que ce produit doit avoir supérieur à 70% de smectite. Ce produit-là, 200 grammes de ce produit-là, doit capter 90% des aflatoxines qui existent dans un aliment contaminé à 4000 ppb. Et enfin, il doit être analysable par les rayons X. Voilà les critères d'enregistrement en Europe. Sauf ça, le produit est considéré comme anti-agglomérant. Après la première action qui est absorption, maintenant la biotransformation. La biotransformation est orientée vers essentiellement 2 mycotoxines, la DON et la phénomésine. Je prends l'exemple du phénomène. Il est simple. Une mycotoxine, elle va trouver une enzyme dans le produit. L'enzyme va se faire un complexe enzyme et le substrat, et il y a une détoxification de la mycotoxine. C'est tellement simple. Et l'exemple très connu, le DON va se transformer en DOM. Le DON qui était toxique, il va devenir dans l'organisme atoxique avec la désactification, et ça s'appelle le DOM. La phénomésine, la même chose. La phénomésine B1, elle est très toxique. On met une enzyme, la phénomésine estérase, et ça se transforme en hydrolyse phénomésine B1 et qui n'est pas toxique du tout. Donc, on doit mettre, pour les transformer, la biotransformation, des enzymes de souches différentes pour qu'elles puissent transformer le toxique en non toxique. Message clé de cette présentation. J'ai pris beaucoup de temps et je vous remercie pour ça. Et la partie discussion va échanger plus que ma présentation. Donc, il y a toujours un risque de mycotoxine dans l'aliment. La plupart des mycotoxines ne donnent pas de symptômes clairs et évidents, essentiellement sur le poulet tiers. Ce n'est pas le cas en reproducteur, à cycle long ou la pondeuse. Seuls quelques bentonites vont satisfaire les exigences de l'EFSA pour autoriser un additif à réduire la contamination par les mycotoxines. Différentes mycotoxines nécessitent différentes stratégies de désactification et le mécanisme de détoxification est prouvé par les enzymes pour le DON et phénomésine. Et je vous remercie pour votre attention. Docteur,
Allô? Merci, docteur Liès, pour cette excellente présentation, détaillée, claire, avec beaucoup de précision et d'informations. J'espère que les participants l'ont trouvée aussi précise et claire que je l'ai trouvée. Et si vous permettez, docteur Atf, si vous permettez, on peut passer à la session de questions et réponses. Donc, je vois sur la première question, est-ce qu'on peut diminuer la charge en mycotoxiques par un traitement thermique? Je pense qu'on parle ici de l'aliment. Est-ce que le traitement thermique de l'aliment peut réduire la charge en mycotoxines? Docteur Liès? Oui, je réponds au fur et à mesure où Oui, on pose ça. la question. Oui, c'est ça la première question. Ok, oui. Oui. La difficulté du mycotoxine, c'est que les mycotoxines sont résistantes à la chaleur, au traitement thermique, au traitement chimique et aux acidifiants. Donc, la chaleur ne réduit jamais. Elle réduit peut-être les champignons, elle ne réduit jamais les mycotoxines. Donc, on peut dire que la chaleur a un effet positif, du moins sur les champignons, et non pas sur les mycotoxines. Les champignons, oui. Si elle est faite à temps. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur cette température? Combien de degrés peuvent être 70 degrés, 80? La pellétilisation, la granulation permet de réduire une population des champignons. C'est tout. Mais si on a une suspicion de champignons, les acidifiants sont très efficaces contre les champignons. Ok. Et d'après votre expérience, docteur Eliès, est-ce que vous connaissez des fabricants d'aliments qui font recours à ces produits dans la production, dans le process de production, justement pour réduire ce risque? Oui, bien sûr. Dans beaucoup de pays, soit la législation l'autorise, soit dans le port, on fait de l'acide propionique par spray sur les bateaux avant de les mettre dans les silos, ou on fait un spray à l'intérieur des silos dans les bâtiments, où on met dans la formule d'aliments des acidifiants pour réduire la charge des champignons. Ok, merci pour ces précisions. Question suivante. Est-ce que la présence de champignons témoigne toujours d'une présence de mycotoxines dans l'aliment? C'est comme la question, si on a une mauvaise route, est-ce qu'on peut faire un accident ou non? Oui et non. La première réponse, c'est non, parce qu'on peut avoir un champignon, il faut dire c'est quoi ce champignon, mais je dirais oui, parce que dans l'esprit de gestion de risque, il faut aller, un champignon est égal à une mycotoxine ou plusieurs mycotoxines. Ok. Docteur Eliès, je continue et je développe la question avec les participants. Lorsque on a un aliment qui est contaminé, est-ce que c'est uniquement à partir de champignons ou est-ce qu'il peut y avoir une contamination entre aliments contaminés et non contaminés? Je pense que c'est très difficile d'avoir une contamination d'un aliment avec un autre aliment. Mais par exemple, si on a reçu un lot qui n'est pas contaminé, et après on a reçu un lot qui est contaminé, et on les a mélangés, bien sûr, tout le lot de la ferme en matière première sera contaminé. C'est pour cela que, au fur et à mesure de l'arrivée, il faut utiliser des kits rapides pour détecter chaque arrivage
la contamination par les mycotoxines. Merci. Question suivante. Pour faire les analyses des matières premières, est-ce qu'on doit chercher les champignons ou leurs toxines ou les deux pour juger leur degré de contamination? Je pense aujourd'hui le plus facile, ce sont les mycotoxines. Il y a beaucoup de kits rapides et des kits rapides spécifiques à chaque. Il y a un kit aflatoxine, un kit DON, un kit T2. C'est plus facile de faire avec les mycotoxines. Ok. Je me mets à la place d'un vétérinaire qui est dans un bâtiment d'élevage et qui suspecte une contamination de l'aliment par des mycotoxines. Lorsqu'il va prendre des prélèvements et va rédiger une demande d'analyse, je pense qu'il sera difficile. Qu'est-ce qu'il va demander? Est-ce qu'il va demander, recherchez-moi tous les mycotoxines ou telle mycotoxine selon ce qu'il suspecte, ce qu'il a vu? Est-ce que vous pouvez nous orienter? C'est une excellente question. Une excellente question. Parce qu'en principe, ça dépend de l'état épidémiologique, si on peut dire le mot, c'est les enquêtes qui existent dans le pays. Je prends l'exemple d'un pays, le Soudan. L'aflatoxine est la mycotoxine la plus dominante. Donc, c'est normal que le vétérinaire privé va demander d'une façon préférentielle l'aflatoxine. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a le taux d'arachide, il y a des enquêtes qui ont précédé 2021. Par contre, si en l'absence d'enquête, en l'absence d'information, il faut, surtout chez les reproducteurs, il faut aller demander les 5 aflatoxines. Les 5 aflatoxines qui sont les 5 mycotoxines, aflatoxine, DON, T2, zénolone, phénomyzine, l'ergot de seigle. Les 5 ou les 6. Ok. Une autre question dans le même cadre. J'ai bien noté qu'il y a plusieurs types d'aflatoxines. Donc, si on demande de chercher l'aflatoxine, le laboratoire systématiquement va chercher tous les types d'aflatoxines ou on doit préciser aflatoxine 1, aflatoxine B2. Comment ça se passe? Le kit aujourd'hui, dans le HPLC, sur les produits finis, le HPLC va détecter toutes les aflatoxines. Et même aujourd'hui, dans les kits rapides, sur les matières premières, on détecte la plupart. Merci. Question suivante. Selon votre présentation, l'organe le plus touché par les mycotoxines est le foie. Donc, si on suspecte ce type de problème dans un élevage de poulets, de chair, quel type de produit on doit apporter pour aider le foie à détoxifier ces contaminants? Une excellente question. Parce que si on suspecte une mycotoxicose clinique, qu'est-ce qu'on fait? En même temps, on recommande l'usine d'aliments de mettre un bon capteur de mycotoxines. Et après, sur le plan du short terme, du court terme, on doit avoir 2 produits à utiliser dans notre boisson. Utiliser un booster d'immunité et utiliser un booster du foie pour aider l'animal à passer cette période difficile. Est-ce que l'usage des diurétiques il est recommandé aussi pour éliminer le maximum de substances toxiques de l'organisme? Oui, j'ai préféré de faire les deux, mais en même temps, les boosters de foie, en même temps, contiennent des produits qui sont des diurétiques doux, en général. À base de sorbitol, à base de magnésium, tous ces produits-là, en même temps, ils sont excellents pour le métabolisme hépatique et pour le rein aussi. Mais nécessairement faire un booster d'immunité, mettre la vitamine E sélénium, la vitamine C, mettre des produits qui boostent l'immunité parce que c'est le facteur clé qui va détériorer les performances. Merci. Question suivante. Sur le plan pratique,
devant quel signe clinique on doit penser qu'il s'agit d'un problème de mycotoxine? Est-ce qu'il y a des signes révélateurs plus prononcés que d'autres pour orienter notre suspicion ou notre diagnostic? Moi, je vais diviser la question en deux parties. Pour un petit éleveur qui a 5 000 ou 10 000 poulets et une intégration avicole, je commence par la petite entité. Un éleveur qui a 5 000 poulets, il va voir que ses performances sont tellement dégradées. En général, il a un indice de consommation de 1,7, il trouve un indice de 2,5. Ça, c'est révélateur. La deuxième révélation, c'est qu'il trouve des lésions très diversifiées. Lorsque le vétérinaire ouvre les cadavres, il trouve un problème du foie, un problème dans le rein, quelques pétichis. Il y a une décoloration des pattes, il y a beaucoup de lésions qui n'ont pas un lien direct. Par contre, dans l'intégration, ça c'est autre chose. C'est, premièrement, les résultats deviennent de plus en plus médiocres. Il y a trop de saisies à l'abattoir. Et la vaccination, les titres de son laboratoire montrent que les titres, malgré une bonne vaccination, les titres sont moyens ou mauvais. Les trois critères pour dire que l'aliment est contaminé ou les matières premières de mon usine d'aliments est contaminée, ou sont contaminées. Merci. Merci. En attendant la question, voilà, question 6. Comment on peut agir pour accélérer l'élimination des mycotoxines de l'organisme? Ça, c'est une question piège en général, parce que réellement, il n'y a pas de capteur mycotoxine liquide. Il n'y a pas. Mais on doit aider l'organisme à se défendre. Par quoi? On peut donner quelques acides, on peut donner des produits qui vont aider le foie à mieux fonctionner. On peut donner pour que le rein fonctionne mieux, pour qu'on donne de la vitamine C pour booster l'immunité, le sélénium et la vitamine E en association pour booster l'immunité. Mais réellement, les acidifiants, ça aide, mais ils ne sont jamais considérés comme des capteurs de mycotoxines. Et ça, c'est une fausse, je pense, orientation si on dit qu'il y a un capteur liquide. Merci. Question numéro 7. Pour un vétérinaire praticien, quels sont les moyens préventifs et curatifs qu'il peut utiliser devant un cas de suspicion d'une contamination de l'aliment par l'aflatoxine? Il y a du court, du moyen et du long terme. Du court terme, c'est enlever l'aliment et changer un autre aliment. Ça, c'est du court terme. Plus rapidement, un booster pour le foie et le rein. Après, s'il a les moyens, il va mettre un booster de l'immunité. À moyen terme, c'est de choisir des matières premières et conseiller l'usine d'aliments de choisir des matières premières et faire des analyses à chaque arrivage. Du long terme, c'est de travailler, de prévenir avec un capteur de mycotoxine qui est autorisé et qui répond aux normes et qui est réellement un capteur de mycotoxine pour absorber et biotransformer toutes les mycotoxines. Merci. Question 8. Certaines usines d'aliments, pour diminuer les répercussions de l'utilisation d'une matière première contaminée et la mélange à des matières premières de meilleure qualité, est-ce que c'est une bonne stratégie pour diminuer les répercussions négatives des mycotoxines?
Oui, ça existe cette méthode. Il y a une méthode meilleure, c'est qu'on peut utiliser chat en ovin. On peut utiliser en vache en engraissement des taurillons. Il ne faut jamais utiliser dans la vache laitière. Mais si vous avez des grandes quantités, on peut introduire à raison de 10%. Si tu as un silo de 10 tonnes, 1 tonne sur 10, après on analyse, la seule façon, c'est injecter petit à petit la quantité contaminée dans un grand lot. Sauf si le lot contaminé, les champignons sont en phase de croissance. Donc, ils sont en train de produire encore et encore des mycotoxines. Il faut traiter par des acidifiants avant, après l'introduire petit à petit, avec une dose de 10%, je pense, maximum. Merci. Question suivante. Est-ce qu'il y a des méthodes d'analyse qu'on peut appliquer dans les fermes? Il y a des méthodes d'analyse rapides, simples, qui peuvent être réalisées au niveau de l'élevage. Simple, rapide, oui, mais il faut un minimum. C'est rapide, on utilise le solvant, c'est l'eau, plus il y a des kits, mais il faut acheter des kits. Les kits, parfois, ils sont chers, surtout pour le DON, certaines mycotoxines, mais pour l'aflatoxine, le coût n'est pas aussi cher. Mais je pense que demain, en envoyant ma présentation, Dr Sofiane, je vais t'envoyer certaines références de kits où on peut les utiliser. Il y a beaucoup de kits à l'échelle internationale. Merci beaucoup. Question suivante, y a-t-il une autre voie de contamination aux mycotoxines à part les plantes telles que le maïs? Toutes les céréales ont la possibilité d'être contaminées au champ. Même les oléagineux, comme le tourteau de soja, le tourteau de tournesol, le tourteau de colza, le tourteau d'arachide, 3 points de suspension, tourteau d'arachide, surtout les tourteaux d'arachide qui sont extraits par une extraction mécanique, non pas chimique, donc traditionnel. Un niveau d'eau reste à l'intérieur du produit, du tourteau, un taux de matière grasse élevé qui reste jusqu'à 9%, et c'est normal, il y a une altération par les champignons et après une production de mycotoxines. Ce que je peux conseiller, attention à la qualité du stockage des matières premières. Dans beaucoup de pays, en Afrique, en Asie, on stocke toujours à l'extérieur des usines. Les usines sont petites et on stocke en sac les graines de céréales en général et sans aucune protection contre la chaleur ou les pluies. Donc, faites attention, bien conserver les graines ou les oléagineux dans vos usines d'aliments. Docteur Elias, oui. Je voulais juste ajouter quelque chose à cette question. Est-ce qu'on peut, certains praticiens posent la question, est-ce qu'il peut y avoir une contamination du lot par des mycotoxines à travers l'eau de boisson et non pas par l'aliment? Est-ce qu'il y a un risque même minime? Non, parce que c'est le milieu. L'eau n'est pas un milieu favorable. L'eau en lui-même n'est pas. L'association de l'humidité plus la température, c'est lui qui fait cette paire qui gêne et qui augmente la croissance des champignons et donc une plus production de mycotoxines. Mais l'eau en général
n'est pas une source. Actuellement, hein, demain, on peut découvrir autre chose. Actuellement. Merci. Question suivante. Quelles sont les mesures curatives très efficaces contre les mycotoxines? Donc, je pense qu'on a déjà vu cette question. En tout cas, si vous avez des compléments, mesures curatives vis-à-vis des mycotoxines. Le plus important, c'est qu'on n'arrive pas au signe clinique. Si on arrive au signe clinique, c'était difficile de traiter. On arrive à un stade qui n'est pas... on constate ce lot-là pour les autres lots futurs. C'est ça l'avantage. L'avantage, les gens qui ont beaucoup de lots, c'est en détectant un mauvais lot, il faut aller profondément dans la réflexion, faire des analyses d'aliments et revoir le programme de prévention, mettre le produit adéquat dans l'aliment. On peut avoir une réponse. Si en phase des 10 premiers jours, en phase de starter, en phase de démarrage, ça c'est on peut avoir une mortalité jusqu'à 50% parfois, qui est due à... Pourquoi? Parce que le tube digestif n'est pas prêt, le foie n'est pas opérationnel à 100%, et le système immunitaire, même s'il est prêt, il a d'autres choses à faire. Donc, peut-être qu'il faut bien traiter en prévention, mettre des vitamines en prévention, mettre un booster en prévention, devancer la situation, oui. Mais lorsqu'on est en face d'une situation clinique, ça devient très difficile. Certains éleveurs, certaines intégrations, même préconisent de réformer le loup. Si à l'âge de 15 jours, on a une hétérogénéité du loup, parfois réformer le loup, ça coûtera moins cher. Ok, je pense que Dr Abbès a une intervention. Il a levé la main. Dr Abbès, il peut activer son micro. Merci d'activer ton micro et intervenir directement. Salut, Dr Abbès. Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Donc, je vous remercie pour... je remercie Dr Lies Aleghi, mon ami, pour sa qualité de présentation sur ce sujet, donc, qui reste toujours un sujet très, très, très intéressant. Hein, donc, malheureusement, le problème il est là, mais on ne connaît pas. Lorsqu'on n'arrive pas à diagnostiquer quelque chose, on dit que c'est des mycotoxines. Parfois c'est vrai, parfois c'est non. Donc vraiment, l'idéal c'est de partir sur la prévention. Hein, donc de partir sur la prévention. Et il faut bien ouvrir la parapluie parce que c'est un problème réel. Moi, j'ai un complément d'information sur la personne qui a posé une question sur les mycotoxines et l'eau. Non, parce que si les mycotoxines posent problème, on aurait dit les chercher de temps en temps lorsqu'on fait l'analyse de l'eau. Hein. Mais on ne fait pas, on n'a jamais dans notre pratique, que ce soit pour les humains ou pour les animaux, on ne cherche pas les mycotoxines dans l'eau. Donc l'eau, ce n'est pas une source de contamination par les mycotoxines. Hein. Moi, j'ai une question que je vais poser verbalement à Dr Lies. Donc, quelle que soit l'espèce, donc élever le laitière aussi, malgré que de plus en plus la durée de vie elle est presque de 30 jours, les mycotoxines présentent un problème parce que nous avons toujours en esprit donc, que les mycotoxines, c'est une toxicité donc, qui s'installe peu à peu. Hein, donc, ce n'est pas comme une toxicité par donc foudroyante à effet immédiat. Combien donc une intoxication par les mycotoxines ça se fait dans combien de temps
Et est-ce que les mycotoxines ont les mêmes effets sur les animaux à cycle d'élevage lent par rapport aux animaux à cycle d'élevage court? Et deuxième point, donc, je ne sais pas est-ce que si ça vous avez répondu à ça. Donc, est-ce que les lésions induites par les mycotoxines sont des lésions réversibles ou irréversibles? Ou bien est-ce qu'il y a un stade au début, on peut remédier, mais si à un stade, donc on ne peut pas revenir en arrière. Et avec mes vifs remerciements. Merci beaucoup, cher docteur. Et merci beaucoup, docteur Abbès, pour ton intervention. On est habitué à des interventions toujours pertinentes de la part du docteur Abbès. Merci beaucoup et on continue les questions. Donc, docteur Elias, question suivante. Docteur Sofiane. Oui. Est-ce que je peux répondre à la question de docteur Abbès? Oui, oui. Je m'excuse. Oui. Non, pas du tout. Non. Merci, docteur Abbès. Une question pertinente, parce qu'en politique, toujours, on se pose la question. Est-ce que les mycotoxines ont le temps d'avoir des effets néfastes sur le politique? Je dirais oui. Pourquoi? Parce que la première phase, qui est la phase la plus délicate, si l'aliment arrive à J1 avec des grandes quantités de mycotoxines, c'est vrai qu'il faut, en général, et c'est ça la réponse, 18 jours, entre 12 et 18 jours, pour que les toxines à l'intérieur de l'organisme, s'il n'y a pas de capteur, peuvent commencer à nuire exactement et à donner des signes. Ça, c'est pour donner des signes. Mais avant de donner des signes, déjà, il y a l'organisme ne peut pas se détoxifier tout seul. Donc, la présence d'un capteur de mycotoxines dès le J1 en policière est intéressante. Pourquoi? L'étude que dans certains pays disent que l'aflatoxine dans l'âge entre 0 et 10 jours, il est nuisible à partir de 10 ppm, même pas 10 ppb, même pas 20 ppb. C'est-à-dire que la moitié de la quantité, le poussin n'a pas la capacité de se protéger. Donc, je dis, il faut mettre le bon capteur au cours du démarrage du poulet tchèque. Même si on ne met pas en phase de finition, ce n'est pas un souci. Le plus important, c'est qu'on le mette dans la phase de démarrage. Pour que ce produit soit efficace contre l'aflatoxine, donc un produit efficace par la première mode d'action, absorption, et efficace par la deuxième méthode, biotransformation, il faut qu'il contienne des enzymes. Et troisièmement, il faut qu'il y ait des produits qui boostent l'immunité pour qu'il y ait une réponse vaccinale les 2 premiers jours. Est-ce que c'est réversible ou non? En policière, elles ne sont pas réversibles. Par contre, en long cycle, tel que la pondeuse ou la reproductrice, si rapidement on met dans l'eau de poisson et on met un bon capteur de mycotoxines et on enlève l'aliment contaminé, la matière première contaminée, le foie peut se régénérer. Essentiellement, si on peut mettre des extraits de plantes tels que artichauts et autres, on peut régénérer rapidement le foie peut se régénérer et on peut mettre certains acides dans l'aliment. Est-ce que l'acide butyrique, comme l'acide butyrique, pour qu'il régénère les villosités de l'intestin, et tout rentre en ordre si on respecte, bien sûr, un bon produit, une bonne prophylaxie et des adjuvants dans l'eau de boisson. J'espère que j'ai répondu aussi, Omar. Oui. Merci. On passe à la question suivante. Manger du poulet qui a été alimenté par des aliments contaminés
est-ce que c'est dangereux pour la santé du consommateur? Est-ce qu'il y a un risque pour la santé du consommateur? Le risque existe lorsqu'il y a des quantités phénoménales. Sauf l'exemple du lait est un exemple. Sauf aujourd'hui qui a été bien étudié, c'est le lait. La présence de M1 dans le lait, avec des normes bien précises. Donc, on analyse si le lait contient du M1, on élimine ce lait. Mais pour le poulet, il faut des grandes quantités. Je vous donne l'exemple. Il faut à peu près 20 000 ppb de donnes pour qu'on puisse être, puisque la viande est contaminée. Mais en général, non. Merci. À des doses recommandées, à des doses acceptables par l'Union européenne, non. OK. Question suivante. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le type de mycotoxine qu'on peut trouver dans la matière première et le type de capteur qu'on doit choisir? Bien sûr, bien sûr. Supposons, on choisit un produit à base de bentonite, autorisé en Europe. C'est normal que la première cible, c'est la flatoxine et le keratoxine uniquement. Si on a dans la matière première du don ou phénomésine, le bentonite seul n'est pas capable de les désactiver. Parce que le bentonite a seulement cette action d'adsorption. Il n'a pas d'autre capacité. La biotransformation par les enzymes et les bactéries ne se fait que pour phénomésine et DON. Donc, si on trouve le DON, il faut utiliser un produit où à la fois il contient du bentonite et il contient des enzymes. Donc, si j'ai bien compris, au niveau d'une usine d'aliments, pour choisir un capteur de mycotoxines, on doit faire une étude sur la nature des mycotoxines les plus fréquentes pour les cibler directement, parce qu'il n'y a pas un capteur de mycotoxines qui est actif contre toutes les mycotoxines. C'est bien ça? Non, il y a un capteur, mais qui est cher en général. Les capteurs qui contiennent en même temps deux enzymes, une bactérie, une enzyme, du bentonite et un booster de l'immunité, tout ça, ça devient cher. Mais je pense qu'il faut ouvrir la parapluie. On ne peut pas analyser à chaque fois. Si on est une intégration, on a cette capacité. On va faire des kits rapides. À chaque arrivée d'un bateau, au moins un bateau, j'ai un camion, un bateau, on peut faire beaucoup d'analyses. On peut faire 200 échantillons et faire une analyse. Et on fait une moyenne. Par contre, un éleveur qui a une petite usine d'aliments, il n'a pas ces moyens. Donc, il va ouvrir la parapluie. Il va utiliser un produit contre tous les mycotoxines. OK. Question suivante. Comment peut-on évaluer sur le terrain l'efficacité des capteurs de mycotoxines? Quel est le meilleur capteur sur le marché? La première partie. La première partie, je réponds à la première partie. Ouais. La première partie, évaluer sur le terrain. On ne peut pas faire des analyses parce que le capteur commence à fonctionner à l'intérieur de l'organisme, à l'intérieur du tube digestif. Il ne fonctionne pas avant. Donc, on va voir des lots de plus en plus hétérogènes. On va avoir un indice de production plus, on gagne 3, 4, 5 points. En indice de consommation, on passe de 1,58 à 1,57. C'est ça, c'est ça la gestion de risque. La gestion du risque, c'est que tu gères un risque qui va impacter ta poche, qui va impacter tes revenus. C'est ça la définition de gestion de risque. Et pour la deuxième question? Il y a beaucoup de produits. Le plus important, c'est qu'il est enregistré en Europe.
entre autres, notre groupe, nos deux produits sont enregistrés en Europe en tant que capteurs de mycotoxines. Merci. Question numéro 15. Quel est l'effet de l'humidité sur les mycotoxines? C'est la chose à ne pas faire. Dans un lieu de stockage, l'humidité et la chaleur. Premièrement, lorsqu'on stocke en sac, il y a une règle d'or. Il faut 2 mètres loin du mur. Et il faut un espace entre les palettes. Il faut jamais stocker directement à flat, directement sur le sol. Il faut une palette en bois, une palette, ce que vous voulez. Il faut minimum 20 cm pour que l'air puisse circuler. Et entre une palette et une autre, il faut minimum 50 cm pour que l'air puisse circuler. Donc, éviter l'humidité et chaleur. Surtout dans les zones côtières. Soufiane. Oui. Soufiane. Oui, docteur Ahmed. Voilà, complément d'information. Pour cette question, c'est très simple. Ce qui dit humidité dit champignon et moisissure. Et ce qui dit champignon et moisissure, donc dit aflatoxine. D'où viennent les aflatoxines et les mycotoxines? Proviennent des champignons et des moisissures. Voilà. Voilà. Donc, tout ce qui est humidité, ça veut dire champignon et moisissure. Donc, si tu évites l'humidité, tu coupes la route devant les mycotoxines. C'est très simple. Merci. Bon. Question suivante. Est-ce que les acidifiants dans l'eau de boisson sont efficaces contre les champignons et est-ce qu'ils sont utiles contre les mycotoxines dans son rôle d'acidification du milieu intestinal? Excellente question. Toujours, c'est une question piège. Les acidifiants sont utilisés pour 2 raisons. Les acidifiants, essentiellement l'acide propionique, est utilisé dans les locaux de stockage pour diminuer les effets des champignons, pour diminuer la croissance des champignons. En même temps, il peut avoir d'autres actions contre le salmonelle, contre les colibacilles. Et c'est ça l'avantage des acidifiants. On parle, excusez-moi, on parle des acidifiants dans l'eau de boisson. Je vais venir. Je vais revenir directement sur la question. Je commence par les acidifiants en général. Les acidifiants, en utilisant les acidifiants dans l'aliment, ils peuvent être très efficaces contre les champignons. Maintenant, dans l'aliment, dans l'eau, ce sont essentiellement des acides organiques. Le rôle des acides organiques, c'est de diminuer le pH jusqu'à un niveau acceptable, entre 3,5 à 4,5. Et ça permet une meilleure digestibilité des aliments. Et ça réduit la contamination. La contamination par les levures, contamination par les colibacilles, par les salmonelles à l'intérieur de l'organisme. Maintenant, c'est le mycotoxine. Non, malheureusement. Ils n'ont pas aucune action directe. Ils ont une action indirecte d'amélioration de la digestibilité. C'est comme lorsque tu as une suspicion de mycotoxicose, tu fais un booster du foie. Le booster du foie ne donne aucune action sur l'aflatoxicose. Par contre, il essaie d'améliorer le métabolisme hépatique en cas de malfonctionnement. C'est tout. Merci. Question numéro 17. Le maïs bien séché, comme c'est le cas aux États-Unis d'Amérique, contient beaucoup moins de moisissures, donc développe beaucoup moins de mycotoxines. Malheureusement, cela provoque des taux de grains concassés et un produit contenant de la poudre d'amidon non apprécié par les clients. Il faut d'abord exiger un taux d'humidité approprié inférieur à 13%. Je pense que ça, c'est un commentaire, ce n'est pas une question. Juste
juste, c'était un excellent commentaire. Par contre, ça m'a une nuance. La nuance, c'est quoi? Le maïs, on peut avoir des mycotoxines au champ, premièrement. Les États-Unis, Brésil, quel que soit le pays. Aujourd'hui, on ne peut pas. Aujourd'hui, on est en train de chercher des souches de plantes sur le plan génétique qui sont zéro champignons. Alors que aujourd'hui, c'est pas possible. Deuxièmement, tous les grains ou les graines cassées sont des candidats potentiels pour les champignons. Et s'il y a des champignons, il y a forte possibilité de production de mycotoxines. Donc, les graines cassées, c'est une évaluation visuelle des céréales avant d'entrer dans l'usine d'aliments. S'il y a trop de graines cassées, il faut éviter ce lot de maïs ou l'eau de sorgho ou l'eau de blé. Merci. Question suivante. Les aflatoxines seraient très rencontrées dans l'arachide. Parlant de santé humaine, doit-on dire qu'il existe un seuil de toxicité, sachant que la pâte d'arachide se consomme pendant des années sans symptômes sur la santé du consommateur? Ouais. La pâte d'arachide, c'est une matière grasse. C'est une autre question. C'est une autre question, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas une réponse sur le tourteau d'arachide. Pourquoi le tourteau d'arachide est contaminé? Toutes les études que j'ai faites, au moins on a fait trois études, et ça démontre qu'on a plus de 60% de contamination sur le tourteau d'arachide. Je pense que, premièrement, le stockage, la qualité de l'extraction, après le tourteau d'arachide, le stockage du tourteau d'arachide, plus les conditions de fabrication permettent d'avoir des résultats où l'aflatoxine est. Par contre, dans d'autres pays, où ils produisent du tourteau d'arachide, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas des valeurs élevées d'aflatoxine. Et ils ont moins de 20 ppb. Donc, je pense que avant de statuer, il faut faire des enquêtes. Et je vous répondrai pour quel est le niveau de contamination pour la consommation humaine. Je vous répondrai demain quelles sont les normes utilisées en Europe et aux États-Unis pour le consommateur. Merci. Question suivante. Y a-t-il une relation entre la présence des toxines de Clostridium et la pathogénicité des mycotoxines? Je dirais non. Pourquoi? Le premier, ça s'appelle toxine. Le deuxième s'appelle toxique. Les métabolites, ils sont métabolites toxiques. Par contre, les toxines libérées par les clostridie, libérées par les colibacilles, ce sont des toxines. Et il faut dire la vérité que un capteur de mycotoxines, il est capable de capter aussi les mycotoxines. Et ça aussi, c'est une pratique utilisée en Allemagne. Ce que je sais, en Allemagne, il n'y a pas de mycotoxines parce que tous les matières premières sont analysées au port et tout produit qui ne répond pas aux exigences du pays sont refoulés. Donc, par contre, l'utilisation des capteurs de mycotoxines sont utilisés pour capter les ontotoxines. Vous savez que les colibacilles, les grammes négatifs en général, sont génératrices. Lorsqu'on utilise des antibiotiques, ils libèrent des toxines.
en libérant des toxines, ils peuvent participer à une mortalité, ça s'appelle par toxinémie. Et donc, l'utilisation chez les grands parentaux et chez les parentaux, et aujourd'hui chez quelques fermes de pondeuses, de capteurs de mycotoxines, parce qu'il a 200 grammes, par exemple, de notre produit, il est capable de capter 900 000 unités de toxines de colibacilles. Et ça, c'est un axe de recherche très pertinent pour le futur. On parle de colibacilles entérotoxinogènes. Les endotoxines. Oui, les endotoxines. Les lipopolysaccharides. OK. Oui. Merci. Question suivante. Un maïs a une humidité de 15 à 16%. Peut-il être source de mycotoxines? Ici. Directement une corrélation, je dirais, je ne serai plus professionnel, mais il est susceptible. Il a plus de chances qu'un maïs 12%, qu'un maïs 11%. C'est normal. C'est pourquoi le sorgho, par exemple, le sorgho est un des produits, une des céréales qui est la moins contaminée. Pourquoi? Parce que déjà, elle a un taux d'humidité normalement toujours inférieur à 10. Et c'est pour cela, parfois, dans certains pays, la difficulté n'est pas de produire un aliment trop humide, un aliment trop sec. Et donc, on doit ajouter de la vapeur d'eau et de l'eau en général pour qu'on puisse augmenter la consommation d'aliments. Vous savez qu'un poulet, lorsqu'il a un aliment inférieur à 10% d'humidité, il réduit sa consommation de 5 à 10%. Donc, on doit avoir un aliment humide, mais pas trop humide, dans les règles d'un aliment. Merci. Question suivante. Le contrôle des mycotoxines se base sur 3 points, la biotransformation, l'absorption et la bioprotection. Est-ce que ces 3 mécanismes se déclenchent dans l'intestin de l'animal ou bien la biotransformation commence au niveau de l'aliment ou des matières premières? Deuxième partie de la question. La première question nous emmène à une autre. Y a-t-il un intérêt à analyser la charge des mycotoxines dans des aliments contenant des capteurs? Excellente question. La première question, un capteur de mycotoxines ne commence à s'activer ou à fonctionner que dans le tractus digestif. La deuxième partie, le capteur de mycotoxines, on peut le juger dans l'aliment. Dans l'aliment. C'est très difficile. On peut juger un capteur de mycotoxines, par exemple, par le niveau de smectite qu'il y a. Par exemple, si je prends l'exemple d'un bentonite. Si un produit contient seulement 30% de bentonite, impossible que le produit final, peut être un niveau de smectite supérieur à 70%. Et donc, le produit, il n'est pas efficace. Sans aller trop loin à chercher. La législation européenne, je parle au moins de notre philosophie. Il faut répondre à l'exigence européenne pour être un capteur. Il faut avoir minimum 70% de smectite. Donc, il faut avoir minimum 80 à 90% de bentonite. C'est tout. Si un produit contient moins de 80% de bentonite, son efficacité, on doit mettre, au lieu de mettre 1 kg par tonne, on doit mettre 5 jusqu'à 6 kg par tonne. Et ça, sur le plan économique, n'est pas viable. Elias, je voulais juste ajouter un petit commentaire, une petite question. Est-ce qu'un aliment qui contient initialement des mycotoxines, en ajoutant des capteurs, est-ce si on refait l'analyse, on devra trouver des taux inférieurs au taux initial?
Je parle ici de l'analyse, si on analyse l'aliment. Non, parce que l'activité ne commence que dans le tube digestif. Donc, l'évaluation d'un n'importe quel capteur de mycotoxines, c'est une évaluation selon les normes européennes. Par contre, on ne peut pas analyser dans l'aliment. On peut analyser dans l'aliment. Est-ce qu'il est efficace ou non? Il n'a pas encore été dans le tube digestif et il n'a pas encore agi. Merci, Docteur Liès, j'interagis suite à cette réponse. Lorsqu'il y a un problème de mycotoxines déclaré dans l'élevage, il se peut qu'il y ait un conflit entre l'éleveur et le fournisseur de l'aliment. Est-ce qu'on peut trancher? Est-ce que les mycotoxines sont d'origine usine d'aliments, c'est-à-dire qu'il a acheté un aliment déjà contaminé à partir de l'usine, ou que la contamination a été faite au moment du stockage chez l'éleveur? Je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et c'est ça ma réponse. Si j'ai un aliment qui contient des mycotoxines, c'est-à-dire que l'origine des matières premières en partie responsable. C'est quoi une formulation? C'est céréales plus oléagineux, plus carbonate, plus phosphate, plus vitamines oligo. Donc la grande partie, ce sont les matières premières. Après, les conditions d'accélération, ça c'est autre chose. L'accélération chez moi, dans l'élevage, je ne pense pas qu'un aliment reste plus que 2 mois. C'est très difficile qu'un aliment reste plus de 2 mois. Sauf si un aliment reste 6 mois ou 1 an dans l'élevage. Ça c'est autre chose. Merci beaucoup. Merci Elias. Donc, merci Elias, merci Sofiane. Donc je pense qu'on est arrivé à la fin de ce webinaire. S'il y a quelqu'un, bien sûr, qui veut intervenir avant de conclure, il peut bien sûr lever la main. Sinon, je vais vous remercier tous et toutes pour avoir participé à ce 4e training du Medivet Poultry Academy. Donc, je remercie Dr Elias pour sa présentation et pour ses réponses à ces questions. Et je remercie tous, bien sûr, les participants. Et n'oubliez pas, ça sera pour le 20 mai prochain avec le webinaire avec professeur Khaled Kaboudi qui va traiter l'intégrité intestinale et la gestion des entérites chez le poulet de chair. Bien sûr, vous allez recevoir la présentation des compléments d'information de la part de Dr Elias et un lien pour revisionner le webinaire en cas de besoin. Donc, je vous remercie. Vous étiez nombreux aujourd'hui. On a dépassé les 100 participants comme d'habitude. Et je vous donne rendez-vous jeudi 20 mai, bien sûr. Au revoir tout le monde et bon après-midi.